Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, c'est reparti de plus belle. D'autres frappes au cours de la nuit en Iran. Oui, on avait averti du côté de Donald Trump hier que le cessez-le-feu, selon lui, était complètement terminé. Et là, en réponse aux réponses des réponses, on a, encore une fois, bombardé au-dessus de 90 cibles, là, selon l'armée américaine, en Iran. On parle de systèmes de défense antiaérienne, de surveillance côtière, des sites de stockage, de missiles et de drones du côté de l'Iran. On dit, OK, nous autres, on va frapper les bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Semble-t-il qu'on a intercepté là, quelques drones et missiles hostiles là, qui se rendaient dans ces coins-là. Mais c'est surtout là, tout le litige est autour encore une fois, autour du détroit d'Ormuz. Là. Pourquoi? Mais parce que les Iraniens et les Américains sont pas capables de s'entendre dans leurs négociations sur un point crucial. Les Iraniens disent non, nous, on va garder le contrôle entier du détroit. Là. On va laisser passer des bateaux, mais dans un tout petit corridor qui est prédéterminé, qui est juste à nous, que nous, on surveille et sur lequel on aimerait imposer des droits de douane. Tiens donc. Et là, les Américains disent non, c'est hors de question, parce qu'on se comprendrait que même une modeste taxe là, des Iraniens ferait grimper tous les prix là, de tout ce qui transige, là, incluant 20% des hydrocarbures mondiaux au travers du détroit d'Ormuz. Et là, les Américains ont décidé de sévir. Et Donald Trump a immédiatement annoncé sur sa plateforme Truth Social que si ça se reproduit encore, là, le fait que des Iraniens attaquent, comme ça a été le cas hier, selon eux, 3 navires distincts avec des frappes, là, des navires qui n'étaient pas dans le corridor préimposé par l'Iran, mais que ce serait bien pire qu'il y aurait d'autres frappes américaines. Bref, le cessez-le-feu de la petite excursion, il est passé par la fenêtre, puis on se demande un peu partout quelle va être la suite des choses, surtout que les marchés ont recommencé à grimper au niveau du coût du pétrole. Oui, il y a ça. Puis j'entendais aussi des experts. Parce que, tu sais, c'est un conflit qui se passe très, très loin de nous, mais dont on vit les répercussions au quotidien. Hier, vous avez vu le bond du prix de l'essence à la pompe. J'entendais aussi des experts dire attelez-vous, là, parce que les vacances s'approchent. Ceux qui espéraient, notamment, une baisse des prix à la pompe à temps pour les vacances, en tout cas, avec le scénario qu'on a devant nous, ça va prendre tout un revirement de situation en Iran et sur le détroit d'Ormuz pour qu'on puisse assister à cette baisse de prix-là. Maintenant, tu sais, de jour en jour, on essaie de vous le vulgariser, ce conflit-là, le mieux possible. Hein? T'as parlé d'une petite excursion qui s'est finalement éternisée. Les Américains se sont embourbés. Il n'y a pas personne qui est venu non plus à leur rescousse, mais c'est parce que Trump, lui, il est parti, là... il a fait cavalier seul. Il y avait Benjamin Netanyahou avec lui. Qui a influencé qui pour aller là? C'est encore pas clair. C'est pas clair. Hein? On s'entend? Après ça, quand est venu le temps d'avoir besoin de ses alliés, Trump a regardé autour de lui et il n'y avait plus personne. Faut pas se demander pourquoi. Le gars passe son temps à insulter tout le monde. Encore, regarde au sommet là, de l'OTAN. Là, il était très critique à l'endroit de ses alliés naturels. Hein? Trump, souvent, il flatte dans le sens du poil... les dictateurs du monde entier, mais ce qu'il très a fait critique, encore, d'ailleurs. Ce qu'il a fait encore, il est très critique à l'endroit de ses alliés naturels. Maintenant, pour la suite des choses, on sent qu'on marche sur un fil de fer extrêmement, extrêmement mince et tendu. Là. D'une journée à l'autre, une attaque peut faire complètement dérailler la situation. On avait espoir que tout allait se régler, ou en tout cas était en voie de se régler. Mais en l'espace de 24-48 heures, on est dans un scénario complètement différent et ça va prendre vraiment là, des avancées majeures, une désescalade pour espérer une quelconque sortie de crise. Parce que là, on se dirige plus dans un scénario complètement à l'inverse. Là, où là, il y aura une escalade, encore dans les dernières heures, notamment le ministère de la Santé iranien. 14 morts, 78 blessés. Puis après ça, la réplique, t'as un risque d'embrasement très, très vite. Là. Moi, je me mets dans les souliers des négociateurs du Qatar et du Pakistan. Tu sais qu'ils essaient là, depuis le début de faire de la médiation. Puis là, ils les amenaient, une délégation Islamabad. Là, on va aller se parler en Suisse. Puis là, puis finalement, à chaque 5 minutes, ils reçoivent un appel au téléphone. Puis ils ont recommencé à se tirer dessus. Je pense que c'est pas une job que j'aimerais faire en ce moment. Souviens-toi, à un moment donné, là, l'avion de la délégation américaine était sur le point de partir. Là. Ouais. Okay? Après ça, non, finalement, on y va pas. Parce que ça avait très mal commencé, ces négociations-là. Alors moi, plus les journées avancent, plus je me dis, ils sont empêtrés dans une espèce de bourbier là-bas. On va revenir chez nous. C'est une situation qui avait été dénoncée. Il y avait eu des drames épouvantables. Là. Les fameux chauffeurs Inc., là, les camionneurs à rabais,
Ben là, Québec a l'intention de sévir à compter d'aujourd'hui. Oui, on va annoncer aujourd'hui des nouvelles mesures pour empêcher les conducteurs là, à rabais qui viennent d'arriver au Québec de conduire des poids lourds sur toutes nos routes. Là. L'industrie du camionnage, d'ailleurs, salue l'initiative. Là, parce qu'aujourd'hui, là, tous les conducteurs de poids lourds ontariens qui veulent venir s'établir au Québec, donc habiter ici, puis qui possèdent au moins de 2 ans d'expérience sur les routes, ça va être obligatoire. Ils vont devoir passer un examen pratique avec la SAC pour avoir leur permis. S'ils échouent 2 fois à ce permis-là, mais ils vont devoir suivre la formation au grand complet pour quelqu'un qui veut passer un permis de classe 1 au Québec. Là. Et là, on veut évidemment freiner ce phénomène-là de camionnage à rabais qui vient de partout en Ontario. Là. La vérificatrice générale de cette province-là a déjà tiré la sonnette d'alarme, tout comme nos collègues de l'émission JE. Entre autres, là, je le vulgarise vite, là, c'est le concept d'embaucher des gens qui souvent sont des nouveaux arrivants. On sait qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui viennent de l'Inde, qui viennent du Pakistan, qui ont très peu d'expérience, ont presque jamais conduit un camion de leur vie. Ils ont un 53 pieds entre les mains. Exact. On leur donne une bombe roulante dans les mains, puis selon le bilan de la SAC, c'est au-dessus du quart des décès qui sont survenus sur les routes du Québec l'an passé, qui ont impliqué un véhicule lourd, là, 102 sur 371 accidents, en hausse de 17,8% par rapport aux 5 autres années avant. Donc, c'est pas la panacée, évidemment, cette nouvelle mesure-là, mais on veut quand même là, venir un tout petit peu là, freiner le phénomène. Pour les camionneurs ontariens qui circulent déjà au Québec, mais qui ne sont pas installés, parce qu'il y en a beaucoup de ça aussi. On a resserré les contrôles à la frontière de l'Ontario. On a aussi annoncé, je le rappelle, en octobre dernier, que les contrôleurs routiers vont pouvoir être armés pendant leurs interpellations, mais il reste encore plusieurs zones grises selon l'industrie du camionnage auxquelles on n'a pas répondu. Aussi, une table de travail sur les travailleurs étrangers temporaires, là, de manière plus large, va être instaurée aujourd'hui, incluant les représentants du camionnage. Est-ce que ça va aider? Ben, on le souhaite parce qu'en plus, on commence la période des vacances. Là. Il va y avoir les vacances de la construction. C'est un moment où il y a le plus d'accidents sur les routes de l'année au Québec, incluant, bien sûr, des fameux poids lourds. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je fais énormément de routes, là. Puis je suis rendu, tu sais, un peu en hyper-vigilance, là. Tu sais, quand j'ai un 53 pieds dans mon entourage immédiat, c'est sûr que j'ai ça en tête. Je veux dire, on a vu des drames se produire au Québec. Il est plus que temps d'agir, puis je pense qu'il va falloir aller plus loin que ça. Il va falloir aller plus loin que ça, parce qu'il y a des gens qui les engagent, ces chauffeurs Inc. là. Tu sais, ils se retrouvent là avec une... C'est pas compliqué, là, c'est une arme, là. Un 53 pieds, là, quand tu sais pas quoi faire avec ça, là, tu te retrouves au volant d'une arme. Puis là, t'as autour de toi, tu sais, des petites familles, Moi, je trouve ça tellement irresponsable qu'il faut les punir, ces entreprises-là. Tu sais, c'est une chose de resserrer les mailles du filet pour ne pas permettre à des espèces d'incompétents de se retrouver au volant. Puis c'est pas... Tu sais, de un, ils n'ont pas les compétences pour conduire. Après ça, c'est pas juste ça, là, c'est des heures de travail à pu finir. Ils sont complètement épuisés. Là, t'en as qui ne regardent pas à moitié. Aussi. Non, mais ils regardent pas à moitié ce qu'ils font en avant. Ils sont en train... Ils écoutent une série télé en même temps. Ou, on a vu ça là, dans différentes enquêtes. Ça me fait capoter. Puis des ralentissements soudains, puis Isabelle, t'es beaucoup sur la route aussi, là, tu sais, des ralentissements soudains, là. La première chose, je sais pas toi, mais la première chose que moi je fais, une fois que j'ai stabilisé mon camion, là, je regarde dans mon miroir, j'ai-tu un 53 pieds qui m'arrive dans le derrière? Là? Mais ça fait peur. Parce qu'en plus, avec les mesures qu'Alex parle, ben, je trouve que c'est de mettre une espèce de plaster, un diachylon sur le bobo, là, de se dire, ben, on va pas à la source, je trouve, du problème. T'sais, ils ont accès à un permis pareil. Ben, ça reste là, que c'est l'Ontario qui va devoir, au final, prendre les plus grosses mesures. Parce que le Québec, on peut bien servir, mais nos entreprises de camionnage, règle générale, on en a très peu. Là, une table de travail, c'est quelque chose de plus flou que ça. Hey, non. Ah non, ça, c'est honnêtement... On n'est pas dans la proactivité. Hein? Mais c'est dommage parce que ça porte ombrage à tous ces bons camionneurs et camionneuses-là de l'industrie, de métier, là, tu sais. Puis je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent aussi. Puis je suis convaincu, là, vous aussi, là, vous regardez ça, vous dites, hey, voyons, là, de permettre à des gens comme ça qui viennent entacher notre industrie. Moi, je suis convaincu que ça fait pas votre affaire, là. Mais non, surtout qu'il y a tellement de normes, tu sais, puis c'est complexe à respecter, là. Puis pour un camionneur, une camionneuse honnête, là, tu sais, il faut que tu enregistres tes heures. T'as un journal de bord, t'as tes heures de repos obligatoires. T'as fait tes classes. Oui, exact. Puis là, tu lis dans le journal constamment, mais qu'il y a des gens comme vous venez de le décrire, là, on est en hyper-vigilance, puis c'est pas de leur faute à eux. Ça doit être lourd à porter. Justement, il y a Kevin de Joliette qui nous écrit sur la messagerie. Il dit « Camionneur depuis 2018, je salue l'initiative de la nouvelle mesure, mais il y a autant de gens qui ont une classe 5 et qui ne savent pas conduire autour de camionneurs. » Tellement vrai. 5 points pour Gryffondor. Ah oui, non, ça, je suis très d'accord avec vous. Puis, tu sais, la quantité d'automobilistes, moi, je vois ça quotidiennement, là,
qui ne sont pas conscients de... tu sais, c'est pas la même réalité quand vous êtes au volant d'un poids lourd que versus, tu sais, un véhicule comme on conduit. Fait que, tu sais, ils viennent vous couper, ils restent dans vos angles morts. Mais, tu sais, moi, la quantité de véhicules que je vois, des petites voitures, là, tu sais, qui viennent à la toute dernière seconde couper un 53 pieds, mais je suis comme, mais vous êtes malade, sincèrement, vous tenez pas à la vie, là. Vous êtes... Ça, je suis tellement d'accord avec vous, Kevin, là. Mais ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que les camionneurs doivent garder une distance X là, pour être capable de freiner. Donc, quand la voiture décide de rentrer dans ce périmètre-là, c'est elle qui se met en danger. Mais si c'est le camionneur qui la frappe, c'est lui qui va être traumatisé. C'est lui qui va en subir les conséquences. Beaucoup de messages sur la message. Ça rentre beaucoup. Voyez, Magali de Granby qui dit je vous dirais que maintenant, je stresse quand je vois des camions. Je change de voie. Je clenche pour m'en éloigner rapidement. Laura de Blainville réclamait aussi des conséquences plus sévères pour ce qui est des entreprises qui embauchent ces chauffeurs-là. Un autre de nos auditeurs soulevait toute la question fiscale aussi, là, payer de l'impôt. Les enjeux sont très nombreux. On voit que ça vous allume aussi, puis je vous comprends. Là. Puis Régis, lui, son éclairage, c'est chez nous, les 53 pieds frottent le bumper si on roule pas 140. C'est vrai qu'il y en a qui collent. Il y a des camionneurs qui... 140? Mais ouais, lui, c'est sa version. Là, si on roule pas assez vite, je sais pas. C'est une bonne question. C'est Régis de la Gaspésie qui nous dit ça. Mais 53 pieds à 140 km/h. À moins que ce soit une expression. J'ai jamais envie de voir ça de ma vie. À moins que ce soit une expression de rouler plus vite, là. C'est peut-être comme ça qu'il faut l'interpréter aussi, ce texto-là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui nous collent. Puis à chaque fois, je me dis, si moi je freine, ils me rentrent dedans, c'est sûr. Il y en a. Ça vient un peu, tu sais, la route, le partage de la route. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est ça. Non, mais puis là, Kevin dit, c'est toute la faute des camionneurs. Moi, je suis plus nuancé là-dessus. Moi, comme vous avez pu m'entendre là-dessus, là, des cabochons en arrière d'un volant de voiture, il y en a une méchante gang. Là. Moi, là-dessus, je suis très sensible à la cause des camionneurs, des bons camionneurs. Ouais, bien avec les vacances qui s'en viennent, on risque d'en avoir des exemples, 1, puis 8, puis 100. Ben, malheureusement, ça va revenir dans l'actualité. Mais même dans les cours de conduite, on devrait insister davantage, même pour les voitures, là, les berlines, les pick-up, peu importe, on devrait insister, je trouve, davantage sur ce qui nous entoure, les conséquences, comment déraper, c'est quoi la conséquence de ne pas faire ton angle mort, de couper un camion. On passe vite à par-dessus, je trouve ça. Ah oui, non, c'est vrai. Puis souvent, c'est qu'on est confronté dans une situation puis on apprend pratiquement sur le tas. Là, dans le Devoir, ce matin, il y a une enquête du Devoir sur les délais vraiment épouvantables pour voir un médecin spécialiste. Oui, ils ont analysé là, les délais des listes d'attente des centres de répartition et des demandes de services. Là. Je ne savais même pas que ça avait un acronyme, les CRDS, là, qui vont être capables de référer les gens selon leur priorité de problèmes de santé à différents médecins spécialistes. Là. Et là, on cite des scénarios là, assez fous. Là. Je vais commencer par les citer. Là. Par exemple, dans novembre 2018, là, un patient de la Montérégie a besoin d'une consultation en gastro-entérologie. Il se fait donner un rendez-vous l'année d'après. Finalement, il va voir son spécialiste en juin 2025. Entre 2018 et 2025. Le rendez-vous était supposé être en 2019. Imaginez-vous donc. On a des situations comme celle-là qui sont racontées. Le patient en ophtalmologie, ça va prendre 3 ans là, et plus encore avant d'être vu de ce côté-là. Et là, comme le temps de détériorer en 3 ans. Mais c'est assez fou parce que la Fédération des médecins spécialistes du Québec, je le rappelle, la FMSQ, s'est entendue avec Québec. Là. On a une nouvelle entente là, qui a été ratifiée après un bras de fer titanesque là, à la fin de l'an passé, qui a d'ailleurs, là, au final, été un des éléments qui a coûté le poste à François Legault comme premier ministre du Québec. Et là, on parle de temps d'attente qui bat des records. C'est moins de la moitié de toutes les requêtes en médecine spécialisée qui respectent les délais que Santé Québec a imposés, 41,5%. C'est tout. Tout le reste, là, 59% des demandes ne respectent pas les délais. Puis ça, c'est dans au moins 12 des 15 centres de répartition qui ont été analysés là, par le Devoir, là, au-dessus de 2,5 millions de demandes. Je donne d'autres exemples. Là. La priorité B, là, ça, c'est les requêtes les plus urgentes. On est supposé donner un rendez-vous dans les 10 jours qui suivent la demande. On les respecte à 53%. 47% des demandes là, les plus urgentes, on dit vite, dans les 10 prochains jours, vous devez voir un spécialiste. Hop! On va dépasser ce délai-là. Après ça, la priorité D, on a besoin d'avoir quelqu'un dans les 3 mois là, qui suivent la demande. Mais ça, le tiers du temps, on respecte les délais. Le 2 tiers, hop,
on va passer dans le crack encore une fois, et ça se multiplie là, dépendamment des priorités. Celles D et E, là, qui sont en 3 mois ou en 10 mois, par exemple, ben ça, on parle de retard de 70 jours ou d'1 an, par exemple. Ce que tu nous décris là, moi, c'est un peu la crainte que j'avais lorsque le gouvernement s'est empressé là, de régler avec les médecins, que ce soit les médecins de famille ou encore les médecins spécialistes. Cette crise-là avait tellement fait mal politiquement au gouvernement l'automne dernier, souvenez-vous, qu'après ça, Mme Fréchette est arrivée, puis là, c'est drôle. Là, on a réussi à s'entendre. Pouf, miraculeusement. Là. Christian Dubé était plus d'impact, François Legault était plus d'impact, puis là, ça a fait avancer. On voulait tellement régler pour dire « Hey, moi, j'ai réglé la situation avec les médecins. Regardez, moi, je l'ai faite, les autres l'ont pas faite, moi, je l'ai faite. » Mais nous, comme patients, on a quoi comme garantie? Moi, ça reste ça quand même, mon gros point d'interrogation. Puis des chiffres, ce que tu viens de nous décrire, c'est inacceptable. On ne peut pas... Puis je suis sûr que, je veux dire, les médecins méritent d'être bien payés. Là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais en retour, nous, comme patients, il faut avoir plus de garanties que ça. La situation que tu nous décris, c'est inacceptable. Moi, vous conter une affaire aussi. On m'a raconté un couple de septuagénaires qui sont affiliés à un GMF. Là. Ils sont affiliés à un GMF là, depuis des années. Mais là, le médecin est en congé de maladie. Ça peut arriver des fois. Oui. Ils sont pas capables d'avoir un rendez-vous. C'est fou. Ils sont pas capables d'avoir un rendez-vous avec personne d'autre dans le GMF, à moins d'un cas d'urgence, là, tu tombes, t'es à terre, là. Sinon, t'es pas capable d'avoir un suivi médical, t'es pas capable d'être vu au GMF, parce que le médecin est en congé de maladie. Comment ça se fait qu'il y a personne d'autre dans le GMF qui sont capables de prendre en charge ces gens-là? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais les gens écoutez, j'en ai là, à tous les semaines des exemples comme ça. Alors, je reviens à ma prémisse. On a réglé avec les médecins, j'ai pas de problème. Puis là, on va nous vanter que, oui, regarde, vous allez recevoir une lettre, là, vous allez être affilié à un GMF. Est-ce que vous êtes capable de le voir? Est-ce que vous êtes capable de voir quelqu'un du GMF? Bien, souvent, la réponse est non. Et ça peut pas être ça, la situation. Moi, ce qui me déprime, c'est qu'on essaie d'évacuer le cynisme envers le système de santé québécois. T'sais, on sait que ça prend au-dessus de la moitié de notre budget. Là. Tout le monde contribue avec ses taxes et ses impôts, puis à chaque fois, on se dit « OK, là, mais là, ça va s'améliorer. Puis là, bientôt, ça va arriver de quoi de nouveau. » Mais à chaque fois, toutes les nouvelles, là, toutes les données qu'on va analyser, là, puis tant mieux que le devoir prenne le temps là, d'analyser au-dessus de 2,5 millions de données comme ça, parce que c'est là qu'on a l'heure juste. On se rend compte qu'on paye de plus en plus. Ouais. La taille de l'État grossit. On n'a jamais plus de services. Alexandre, tu parles de payer, là. Okay? Des gens là, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont payé leurs impôts, là, ils sont pas capables de voir un médecin dans le public. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont devoir faire s'ils ont les moyens? Ils vont devoir aller au privé. Fait que là, ils vont repayer de l'autre bord. Fait que là, toi, t'as payé toute ta vie. Là, t'as travaillé toute ta vie. T'as payé tes impôts. T'es pas capable d'avoir des services. Pour là, tu repayes encore. Paye le cas. Va-t'en de l'autre bord. Va-t'en au privé. Paye encore. C'est quand même assez incroyable. Scène culturelle, Isabelle, c'est une nouvelle qui est tombée dans les dernières minutes. Bonnie Tyler qui est décédée. Ce matin, ça a été annoncé par sa famille à l'âge de 75 ans, cette icône des années 80. Il s'en est dansé des slow là-dessus. Je pense que ça rappelle des souvenirs à Jean-François en régie à le voir voir valser. C'est la chanson probablement la plus populaire au karaoké. On sait qu'il y a 2 mois, puis on vous en avait parlé, elle a été opérée d'urgence en mai au Portugal, puis elle était placée dans un coma artificiel. Ça faisait 2 mois que c'était très, très difficile. Son état était grave, elle était aux soins intensifs. Elle n'aura finalement pas survécu à cette opération. Celle qui venait tout juste de sortir Only Love s'apprêtait à partir en tournée aussi en Europe dans les prochains mois. On entendait Total Eclipse of the Heart, c'est l'une des chansons d'amour les plus célèbres, même qu'elle a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify, et la chanson a regagné en popularité avec les éclipses qu'il y a eu en 2017, en 2024. C'est incroyable, puis tout le monde jouait ça. On se rappelle juste de l'effervescence autour de l'éclipse dans les dernières années. Ben, cette chanson-là a pu gagner en popularité. La jeune fille qui a commencé à chanter à 16 ans au début à l'église, puis après ça, elle a fait partie d'un groupe soul, puis c'est là qu'elle a été découverte par un Roger Bell qui l'a amenée à Londres
Londres ensuite pour enregistrer une maquette. C'est sa chanson Lost in France qui est sortie en 1976 qui l'a fait connaître du grand public. Puis à l'époque, elle avait des nodules sur les cordes vocales. Puis comme elle n'a pas assez reposé sa voix après l'intervention, c'est ce qui explique sa voix éraillée aujourd'hui, sa signature, sa voix tellement unique. Ça a été causé à la base par des nodules. Sa chanson It's a Heartache, qu'on vient tout juste d'entendre aussi, devenue un succès mondial. C'est 50 ans de carrière. Celle qui a été la première galloise à atteindre le sommet des palmarès aux États-Unis aussi. C'est l'un des simples les plus vendus à travers le monde. Quand on entend Total Eclipse of the Heart, Holding Out Hero, qui a fait partie de la trame sonore de Footloose, qui a été triple platine. Et de Shrek. Oui, nommé 3 fois au Grammy. Donc, ça a été toute une carrière, même si dans les dernières années, on en entendait peut-être moins parler. Elle a été récompensée pour ses services par Élisabeth II en 2022, avant que la reine décède. Elle a reçu la distinction de membre de l'Empire britannique. C'est pas croyable. Quand elle avait 26 ans, à peu près, elle pouvait vendre 50 000 albums par jour. Elle a fait l'Eurovision aussi en 2013. Elle a pas remporté, mais elle avait laissé sa marque aussi. Puis, tu sais, ça, c'est un bref aperçu de sa carrière, mais c'est intéressant de replonger finalement dans tout ce qu'elle aura apporté. Puis ses chansons, on oublie à quel point chacune des chansons, là, on en a juste choisi 3, mais elles sont devenues des monuments à part entière.